J'ai décidé de faire de mon épreuve, en l'occurrence de la dépression, une opportunité pour moi d'aller renouer avec mes rêves et de les mettre en action, de le transformer en spectacle en fait. Un mélange de théâtre, de danse qui s'appelle Le Réveil et qui parle de ça. J'étais quelqu'un qui était lancé dans ce que j'appelle la course, à l'argent, au temps, au pouvoir. Et puis, et puis j'ai pris un mur. Je me suis retrouvée étiquetée comme beaucoup. C'est un peu l'air d'être le mal du siècle, comme une dépressive. Et, euh, et voilà, obligée en fait d'être en repos, voilà, en arrêt. C'est vraiment venu me chercher comme une opportunité d'écoute. Voilà, c'est là que j'ai pu me rendre compte que je ne m'écoutais pas du tout. J'ai commencé finalement quand j'ai arrêté cette façon de vivre à aller vers des choses qui me rendaient plus joyeuse ou en tout cas qui m'apaisaient davantage. Et ce spectacle, c'est pour moi une façon de renouer avec mes rêves d'enfant, parce qu'enfant je voulais être danseuse, puis j'ai mis ça de côté parce que c'était pas un vrai métier, on va dire. Ça me permet d'aller renouer avec ça me permet de traverser toutes les peurs et de voir que finalement elles sont enfin ce sont des constructions mentales quoi. Aujourd'hui je me sens responsable et actrice. Voilà, je me sens puissante. C'est cette transformation-là, cette joie que j'ai pu trouver, que j'ai envie de partager, quoi. En fait, ça m'a permis de découvrir que tout est possible. D'avoir le courage et la force de renouer avec ses rêves, de renouer avec qui on est et d'aller jusqu'au bout de ce chemin-là. Voilà. Je fais évidemment en sorte que je trouve le temps de m'occuper des miens. C'est quand même de très loin la chose la plus importante. Et pourquoi ai-je choisi d'être écrivain? Pourquoi j'ai choisi cette vie? D'abord parce que c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment, 1 milliard de fois plus que la politique. Et j'ai choisi ce métier d'écrivain justement parce que je ne voulais pas travailler. Alors le paradoxe, c'est que je travaille 10 heures par jour au moins, mais en même temps, je peux m'arrêter quand je veux, je peux travailler quand je veux, je peux voir mes filles quand je veux, je peux partir en vacances quand je veux, je peux les emmener en voyage quand je veux. J'ai une liberté. Je n'ai pas de patron, hein. Je n'ai eu de patron que pendant 2 ans, c'est quand j'étais ministre. Et c'est pour ça que je ne le suis plus et que je ne le serai probablement jamais plus, parce que je déteste avoir un patron. Et je trouve que cette liberté qu'on a quand on est écrivain, c'est une chance immense, hein. Je ne prétends pas du tout que ce soit un modèle. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu toute ma vie. Et c'est la première fois vraiment qu'aujourd'hui, je peux l'avoir, que je peux vivre vraiment de mes livres et que du coup, je peux aussi avoir une vie qui est, comment dire, en harmonie avec mes vraies valeurs. Parce que sinon, vous avez le sentiment que vous vivez en harmonie avec vos vraies valeurs au mois de juillet et au mois d'août. C'est possible de faire un projet qui soit respectueux et en même temps qui soit économiquement viable. Quand on est entrepreneur, quand on a cette capacité, je trouve que c'est tout à fait juste de la mettre au service donc de projets respectueux. Moi, je sais gérer, il n'y a aucun problème. Je sais même gagner de l'argent, je sais encore. Je n'ai pas perdu ça. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ça ne me rendait pas heureux de gagner de l'argent pour de l'argent. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, les choses ont commencé à bouger dans ma tête. Et quelques temps après, j'ai rencontré Pierre Rabhi. Et là, ça commençait à prendre du sens. C'est-à-dire que mon histoire, c'est aussi l'histoire d'un enfant qui est né d'une mère paysanne et d'un père qui était commerçant. Et quand j'ai rencontré Pierre, eh bien, ce qui m'est apparu, c'est que ce côté paysan, je pouvais le relier à ce côté entrepreneur. En montant un projet où j'entreprendrai en respectant la terre. Et Isabelle, qui était ma compagne à cette époque-là, donc, a mis en évidence que, bien sûr, dans ce projet, il ne suffisait pas de mettre en évidence la terre et le respect de la terre, il fallait aussi travailler sur la relation humaine et sur le respect humain à travers essentiellement les enfants. On construit effectivement en nous, on va dire, cette partie de coopération hein, qui n'est pas, qui nous, voilà, qu'on n'a pas, qui n'est pas inné chez nous. Hein. La
compétition, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on l'a tout de suite. Mais la coopération, on l'a pas. Donc, il fallait donc la mettre en route et apprendre. Et le plus simple, c'était de commencer par les enfants. Voilà. Et donc, c'est là qu'est né le projet des Amanins. On en est là aujourd'hui, avec tout ce qu'on a passé. Voilà. Ça, c'est tout le projet donc d'une ferme où on travaille donc en polyculture élevage, c'est-à-dire tous les cycles de vie sont respectueux. On fait donc du maraîchage, l'arboriculture. On a des terrains, à peu près une vingtaine d'hectares, où on cultive des céréales et alternant avec des herbacées, donc principalement des légumineuses. On va nourrir un troupeau de 35 brebis, 15 chèvres, qui vont nous procurer du lait. Ce lait, on va le transformer en fromage. Au passage, on va produire du petit lait. Plutôt que de le balancer dans la nature, on va nourrir des cochons. Hein, et donc, on va se nourrir des légumes, des fruits qu'on va récolter, des fromages faits par le lait, et donc de la viande procurée par les cochons, par les bêtes, par les agneaux et les chevreaux qui vont naître, et bien sûr par les céréales qui sont transformées en farine et en pain. Ça, c'est la partie nourriture, donc qui va accompagner tout ce projet, et tous les gens qui viennent ici et qui vont rester un séjour ici vont se nourrir exclusivement de ce qui est produit sur place. Donc aux Amanins, on se chauffe essentiellement avec le soleil, un peu avec le bois aussi, hein, donc des panneaux solaires. On a une éolienne qui transforme donc le vent en électricité, hein, qui nous permet, on est tout à fait relié au réseau, mais ça nous permet donc de temporiser, hein, c'est-à-dire quand on a trop d'énergie, ben on le met dans le réseau, quand on en a pas assez, on prend dans le réseau. On consomme à peu près ce qu'on produit. Hein. Et puis, donc on a pris une attention particulière à l'eau. Donc on a un réseau d'eau au départ de sources qui nous permet donc d'arroser notre jardin, mais qui nous permet aussi donc en partie d'abreuver nos bêtes, d'abreuver les personnes qui sont ici. On a aussi l'eau de la commune, et toute cette eau, on la recueille, elle passe dans des systèmes de phytoépuration, et donc on la rend à la nature parfaitement propre. Donc toutes ces bêtes aussi vont nous procurer du compost, évidemment. Hein. Elles vont nous procurer tous les aliments qu'on a besoin pour la terre. Aux Amanins, on travaille également autour donc, de la récupération des matières fécales humaines et donc de l'urine, hein, qui sont séparées et récupérées, transformées, hein, les matières fécales en lombricompostage, donc avec des vers rouges, des lombris, hein, qui vont transformer ça en terreau. Tous les bâtiments qu'on a construits aux Amanins, on les a construits avec la terre des Amanins, avec la paille des Amanins, hein, avec le bois qu'on a acheté à côté, hein, avec la pierre. Donc c'est tous des bâtiments auto et éco-construits, hein, qui laissent beaucoup de place donc, à ces produits que j'ai cités. Il y a très très peu de ciment chez nous, hein, un peu de chaux, hein, bien sûr. Hein. Et ce qui donc est important, c'est que tout ça anime nos journées et qu'on va le partager avec les gens qui viennent ici un séjour, que ce soit des familles, que ce soit donc des individus, que ce soit des groupes, et que ce soit des groupes d'enfants dans le cadre des classes découvertes, des classes vertes, donc puisqu'on est agréé par l'éducation nationale. Bien, je pense par mon argent évidemment, hein, donc c'est par mon travail d'avant, hein, puisque c'est ce que j'ai pu accumuler avant, et aussi par la force de mon caractère d'entreprendre. C'est-à-dire par la force d'y croire. Et là, quand je vois les Amanins, je vois aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues hier et qui sont encore venues aujourd'hui et qui me témoignent, hein, donc des remerciements. Ouais, j'ai ma contrepartie. J'ai la contrepartie de tout le temps, de tout l'argent que j'ai mis dans ce projet, hein, tout le temps que j'y ai passé. C'est avec la même humilité et la même humanité que la jeune femme qui arrive sur ce plateau vient partager avec nous ce que la vie lui a appris. Elle a peur ce soir de se présenter devant nous, elle a beaucoup hésité avant de venir, mais si elle a le courage d'être là malgré tout, c'est parce qu'elle a quelque chose de très important à nous dire. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes heureux.
Moi, j'ai la chance d'avoir réalisé mes rêves. Et il m'arrive souvent de me dire que je suis heureuse, même si parfois on a du mal à me croire. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. J'ai perdu mon frère quand j'avais 12 ans, il en avait 9. À ce moment-là, mes parents sont passés en mode survie, j'avais pas le droit d'en parler et mes émotions sont restées bloquées. Je suis devenue anorexique et j'ai fui dans le travail, dans les études. Alors, terminale S, prépa HEC, école de commerce, la totale. J'ai atterri dans l'audiovisuel parce que le côté artistique me plaisait, même si en fait, je faisais que de la gestion. Et par contre, quand je voyais des amis qui étaient en école d'art plastique et qui me parlaient de ce qu'ils faisaient, j'éprouvais un pincement au cœur, je les enviais, j'étais jalouse. Parce que moi aussi, je peignais, je faisais de la peinture, mais de temps en temps, quand je pouvais, entre deux. Et en plus, paradoxalement, à cette époque, j'avais une vie modèle, vue de l'extérieur, j'étais même enviée. En fait, j'étais le prototype même de la super minette blonde, mini-jupe, talons hauts, et en plus, femme d'affaires. Quoi demander de mieux? Alors... Et en fait, voilà, je peignais, mais je manquais de confiance en moi. En fait, je me demandais si j'étais une véritable artiste au fond, ou si c'était plutôt l'image d'artiste qui me plaisait. Et On peut l'applaudir pour l'encourager parce que sans prendre peur. j'étais pas heureuse, je chantais quelque chose au fond de moi, une petite voix qui me disait mais est-ce que tu es bien à ta place? Parce que voilà, je voulais faire que peindre. Mais en même temps, j'avais toujours peur de franchir le pas. Parce que voilà, il faut me comprendre, à l'époque, j'avais un super job, j'avais un confort financier, j'avais des charges à assumer. Alors, tout lâcher, quitter une vie de petite bourgeoise pour une vie de saltimbanque, c'était compliqué. Voilà, c'était encore de la peur. Et puis, à 32 ans, j'ai eu un grave accident. Je me suis retrouvée du jour au lendemain sur un lit d'hôpital, amputée des 2 jambes et du bras droit. Chaque matin, quand je me réveillais, je faisais tout pour me rendormir. En fait, je voulais croire que j'étais dans un grand cauchemar et que j'allais me réveiller pour de bon, chez moi, normal. Mais non, c'était bien la réalité. Quand je soulevais la couverture pour vérifier, j'avais bien ces bouts de membres qui étaient emmaillotés, ligotés. Et moi, qui avais lutté toute ma vie pour avoir un corps de rêve, tout d'un coup, je me retrouvais être un ver de terre, avoir un corps de ver de terre. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire maintenant avec ce corps? Je pouvais plus ni marcher, ni danser, ni courir. Alors quoi? C'est vrai que dans ces cas-là, ça peut paraître absurde, mais le cerveau, il mouline, il continue de mouliner, et je me suis dit, je sais pas, faire le remake de Freaks ou faire le numéro de cirque de la femme qui se fait découper dans la malle et montrer que cette fois-ci ça a fonctionné. Et je voulais pas être une handicapée. Je voulais pas être considérée comme un rebut de la société, bonne à jeter, voilà, une sorte de lépreuse qu'on allait mater et montrer du doigt. C'était pas possible. Il fallait que je le trouve. Et quand on cherche vraiment dans la vie, il y a toujours des signes, des choses qui sont là pour vous. Et le premier, ça a été un psy à l'hôpital. Je me souviens encore de son sourire bienveillant. Et il m'a dit, ne faites que des choses qui vous font plaisir. Alors j'ai demandé une douche. Ça faisait 2 mois que j'avais été lavée au gant. Et le contact de l'eau sur ma peau, sur mon visage, les gouttelettes d'eau, j'avais l'impression que ça me réveillait, ça me redonnait de la vie, de l'énergie. Ça a été la première phase.
Mais le vrai électrochoc, en fait, ça a été au centre de rééducation que j'ai rejoint 3 mois après l'hôpital. C'était le jour de mon anniversaire. Et là-bas, c'était le summum du glauque et du sordide. Que des personnes avachées sur leur fauteuil, ayant perdu le goût de vivre, moignons à l'air, amputées pour diabète ou arthrite mal soignée ou autre. Bref, on est parti déjeuner. C'était une salle au 3e sous-sol, vase de plafond, sans lumière, moquette orange au mur, rêche, style années 70. Et moi, je déjeunais anéantie, la tête baissée. Et tout d'un coup, on me dit « Bon anniversaire !» On m'avait apporté une pauvre part de tarte avec une bougie. Et en même temps, je vois du fond de la salle mes parents arriver « Bon anniversaire ma chérie !» Alors là, j'ai envoyé valdinguer la part de tarte, j'ai envoyé valser les parents. Et j'ai crié que je voulais mourir tranquille dans cet endroit pourri et qu'on me foute la paix. Et puis quelques jours après, il y avait 2 filles handicapées comme moi, à peu près de mon âge, qui rigolaient et qui étaient bidonnées. Il y en avait une, je me souviens, elle était très belle, dans son fauteuil, un visage d'indienne, et l'autre petite à côté, style Titi parisien. Et elle m'intriguait, il fallait que je sache. Alors je me suis approchée et je leur ai demandé « Mais comment vous faites pour rigoler ?» Et là, la petite m'a dit « Écoute, la vie c'est un combat, c'est pas une jambe en moins qui va m'empêcher d'en profiter, la vie est courte. Alors maintenant, à toi de choisir ton camp. » Et là, ça a été une révélation. J'ai compris. J'ai réalisé qu'en fait, le problème, c'était pas tant le handicap qu'un comportement à avoir par rapport à la vie, et que quelque part, j'avais cette chance d'avoir comme une seconde vie, et que cette fois-ci, il fallait absolument pas que je passe à côté de mes vrais désirs. Mais bon, il fallait d'abord que je remarche. Et j'ai changé mon comportement du jour au lendemain. J'ai bousculé tous les médecins qui hésitaient à me faire mes moulages de prothèses parce qu'ils ne pensaient pas vraiment que j'allais remarcher. En 3 mois, j'ai remarché. J'ai dit bye-bye à certains copains de la bande qui étaient là depuis plus d'1 an pour une jambe en moins. Et puis, je suis rentrée chez moi. J'ai travaillé avec acharnement sur mes toiles du matin au soir. J'ai peint. 2 ans après, j'exposais à New York. Et après j'ai enchaîné Berlin, le Danemark et plein d'autres lieux encore. J'avais plus peur de rien. Tout était devenu possible. J'ai réappris à marcher comme un bébé. J'ai réappris à écrire. J'ai réappris tous les gestes du quotidien avec ma seule main gauche parce que, en plus, évidemment, à la base, j'étais droitière. Je me suis prise en main d'une seule main et j'ai décidé de mon bonheur. Cette nouvelle naissance, je la dois à personne. Alors, c'est vrai que je peux faire moins de choses. Je vais pas, par exemple, sauter sur un trampoline ou faire du saut à l'élastique. Quoique, en cherchant bien, je pourrais toujours trouver une solution. Mais par contre, chaque chose que je fais, je la fais à 200%. Je suis à fond dedans. Parce que, voilà, pour moi, je pensais rester cloîtrée toute ma vie sur un lit d'hôpital. Alors, par exemple, je sais pas, surfer, traverser la planète en camping-car, même reconduire. Alors vous dites surfer, mais comment elle fait? Alors bon, évidemment, je surfe allongée, mais en fait, je me suis fabriqué une prothèse palme pour la jambe gauche, une petite prothèse palme pour le bras droit. Je tiens en fait la planche avec le menton et je remonte les vagues comme ça et c'est géant, ça fonctionne. Et je pense que voilà, quand on veut, on peut. Et quand on est une personne handicapée, il faut être un minimum astucieux, avoir un côté géo trouve tout, et ça, c'est plutôt rigolo. Et ça prouve bien que l'histoire du bonheur ou du malheur, ça n'a rien à voir avec le handicap. Une personne handicapée peut être épanouie, voire sexy, non ? Je pense que le bonheur est lié au désir. Maintenant que je suis dans ma vie, dans mon désir de peindre, j'ai hâte tous les matins de retourner dans mon atelier, de retrouver mes tableaux, de me demander quelle histoire va encore se passer. Je suis un peu comme un savant fou excité par ces nouvelles découvertes. Même si, attention, ça tombe pas du ciel, hein, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question. Parfois, il se passe des mois et des mois sans qu'il se passe rien sur le tableau. Mais par contre, quand par un geste
où une couleur, l'émotion est là, le tableau est là, il n'y a plus rien à toucher, alors ça, pour moi, c'est ça le bonheur. Et si je suis là ce soir, si je peux me permettre de vous parler du bonheur, c'est parce que je reviens de loin. Et peut-être que le bonheur suppose un parcours. Et puis après, je pense que être heureux, ça passe par 2 stades. Déjà, se donner les moyens d'être heureux, accomplir ses vrais désirs, arrêter le on fait aller, il y a toujours pire ailleurs, un lundi c'est comme un lundi, ou le refuge facile vers la consommation. Et une fois qu'on s'est accompli, qu'on est fier de ce qu'on est et qu'on peut se regarder dans la glace, à ce moment-là, on peut être heureux pour l'autre, avec les autres. Alors, surtout, n'attendez pas d'être dans une situation extrême, une catastrophe, un drame, pour vous réveiller. Le bonheur, il est là. Osez l'attraper. Prenez le risque de l'attraper. Ça vaut le coup. Cécile Vincent. Bien, merci. Je crois que le message est passé. Donc, Cécile, d'abord sincèrement merci, parce que je le dis à ceux qui nous regardent, évidemment il n'y avait pas de prompteur, pas d'oreillette, elle avait quelque chose à vous dire, elle vous l'a dit spontanément comme ça, donc c'est vraiment un exploit déjà de le faire et de le dire à la télévision, et ça vient de très très loin. Merci beaucoup, vraiment. Alors, vous savez que la question du bonheur se pose pour tous les êtres humains, d'accord? Il y a plein d'obstacles au bonheur. Parmi les obstacles, il y a effectivement nos petits soucis, nos angoisses, nos peurs. Et c'est vrai que vous avez vécu quelque chose qui nous fait tous peur. Et vous l'avez dit, c'est très fort. Il y a beaucoup de gens qui ne vous croient pas quand vous dites que vous êtes heureuse. On va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi les gens ne vous croient pas. Il paraît que c'est normal, c'est dans notre cerveau. On a eu votre point de vue, votre regard sur cette histoire. Je voudrais qu'on écoute pendant quelques instants des gens qui vous connaissent bien, qui étaient là avant et qui sont là depuis l'accident et qui ont vécu avec vous cette renaissance. Elle donnait l'impression d'être heureuse. Elle travaillait dans le cinéma à l'époque. C'est l'image vraiment voilà, de la famille réussie, la belle maison, mais dans un rôle, voilà, pour moi, elle est dans un rôle de théâtre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a tout pour réussir et tout pour plaire qu'il est fondamentalement heureux. C'est là où l'accident malheureux de Priscille arrive. J'ai reçu un coup de téléphone, un message sur répondeur qui me disait « Salut Marianne, c'est Priscille, ne t'inquiète pas, il m'est arrivé quelque chose, mais dans ma tête tout va bien, surtout ne t'inquiète pas. » Et en fait, ça m'a vachement inquiétée. Je me souviens du coup de téléphone. À l'hôpital, 2 jambes en moins, un bras en moins. Bah, c'est un certain choc. Parce que perdre plusieurs membres, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Une grande peur d'y aller avec de la compassion, ça me foutait la trouille, comment je vais réagir, Et elle m'a dit, j'ai vérifié et je peux encore dessiner la main gauche. C'était très fort quoi, de voir qu'elle se raccrochait à ça et que c'était ça qui donnait du sens aussi à sa vie et à ce qui restait de sa vie à ce moment-là. Ce qui me bluffe chez Priscille, c'est qu'elle continue à vivre comme avant. Et elle fait des trucs que moi je ferais pas parce que ça me fatiguerait de le faire. J'ai l'image où elle a fait une grosse fête pour son anniversaire et elle a voulu tout faire elle-même. Sa cuisine était 10 fois trop haute, elle voyait même pas ce qu'elle touillait dans la casserole. Il fallait faire les gâteaux elle-même, mais c'était pas un problème. On s'enseigne de ses propres erreurs, on s'enseigne de ses propres ratages. Les ratages ne sont pas des échecs définitifs qui clouent l'individu sur un fauteuil à vie. Les ratages sont des chances par lesquelles l'individu peut transformer un ratage en une réussite.
J'imagine vos proches ont déjà eu l'occasion de vous dire ce qu'ils ressentaient, mais quand vous les entendez comme ça tous ensemble, qu'est-ce que vous ressentez? C'est fort en fait, parce que j'ai pas un regard, enfin je me rends pas compte en fait de ce que je fais et tout ça, et ça fait bizarre d'avoir un regard sur soi comme ça. Je suis émue en fait. Qu'est-ce qui vous touche? Ils m'ont tous compris en fait. Ça me fait plaisir. D'accord, ça s'appelle des amis. J'ai fait un constat. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? À part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux? Non. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas argent. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Et les gens, ils ont tendance à mélanger ça. Tu vois, ils pensent que vivre, c'est être riche. Mais c'est comme ça aussi qu'ils te tiennent. Hein. Avant, moi, je me rappelle, j'avais eu un bonus, un coup, c'était le salaire annuel de ma femme. Et elle n'était pas caissière, hein. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, mais ils te tiennent comme ça. Et toi, quand t'es dedans, tu trouves ça cool, blabla, mais après, si tu prends un petit peu de recul, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Soit vous rentrez dans un système où là, moi j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana, alors après voilà, on évolue, mais après on se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur. C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais là en ce moment, tu vois? Ok, je suis tout le temps dans les super hôtels et tout, mais tous les 2 jours, tu te lèves à 5h parce qu'il faut prendre l'avion. Le soir, t'arrives, il est 22h, tu vois. Il faut encore que tu fasses tes mails. Tu vois, c'est quand tu dis c'est quoi le stress, ben, c'est ça, c'est que t'es dedans. Et t'es maintenant, avec les moyens de communication en plus qu'on a, ben, t'es jamais tranquille. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Je veux être heureux. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir. Et encore avoir à faire mes mails. Et après, quand est-ce que tu t'occupes de ta femme, si tu as des enfants, de tes enfants, enfin, vivre. Voilà, maintenant je veux vivre. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, ben, autant la faire complètement différemment. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne et que c'est qu'une histoire de volonté. Quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait 2 chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous on propose une 12aine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc ça va de Restaurants du Cœur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin voilà, il y a une 12aine d'associations comme ça qu'on propose. À partir du moment où on fait des choses qu'on aime, ben on les fait bien déjà. Et puis après ça vient tout seul. Après les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin c'est parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire. J'ai l'impression de vivre et puis d'être en accord avec moi-même et puis de je sais pas, de moins gaspiller, de moins je vais pas dire de moins être con, mais un peu quand même. J'aime bien. Après je vieillis aussi, hein, j'en sais rien, mais moi mon kiff maintenant c'est d'être je sais pas, t'es le soir, t'es avec ton chien, t'es tranquille, tu t'apprécies le moment. Je suis en train de lire un bouquin, là, il est top, apprécier le moment présent. Et c'est vrai qu'on se projette tout le temps. Avant, je dormais, mais des fois, je changeais même les draps la nuit, hein, tellement je transpirais, le stress et tout, le truc de fou. Tu t'en rends même pas compte, t'es dedans. Tu sais, moi, je croyais que c'était normal. Là, depuis ce temps-là, moi, maintenant, je dors comme un bébé, normal, pas de problème. Bon, après, faisant aussi de l'immobilier commercial, la chance c'est aussi que tu peux adapter tes horaires, tout ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est toi qui fais ton emploi du temps, tu t'organises comme tu veux. Quand on se lève le matin, c'est facile, moi j'ai même pas l'impression de bosser. Je sais pas, je m'occupe, on s'entend, il y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir, je sais pas, ça coule tout seul, quoi. Quelque part, j'ai divisé mon salaire par 3. Je
je veux dire, je le ressens même pas, parce que j'ai adapté aussi mes besoins, et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses, tout le superflu, du coup on l'élimine, et puis on se rend compte quand même qu'on est vachement pollué par du superflu, par de la consommation, par du gâchis. Maintenant, quand j'achète un truc qui dure un peu plus longtemps, j'achète différemment, je bois plus de champagne, je bois du crément, voilà, c'est des choses comme ça, je m'habille plus en Bosch, je m'habille en Abercrombie, voilà, tu le sens même pas. Tu le sens même pas. Comme, tu vois, c'est... Moi, comment j'adapte? Déjà, tu avais un salaire énorme, t'enlèves déjà tous les impôts et ainsi de suite. Tu vois. La différence, après, c'est pas énorme. Hein. Franchement, c'est pas énorme. Et je t'assure, c'est vraiment du simple au triple. Hein. Vu qu'il y a moins de rentrées aussi, tu t'adaptes. Mais en fait, c'est pas du tout un problème. Pas du tout. À partir du moment où tu arrives à payer ton loyer, à partir du moment où tu arrives à manger, où tu peux aller en vacances et tout le reste, après, c'est du superflu quelque part. L'argent, ça veut rien dire. C'est quoi ton but? Moi, c'est d'être riche. Ça veut dire quoi être riche? Tu vois? Les milliardaires, par exemple. À quoi ça sert d'être milliardaire? Tu as des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un rendement, enfin, que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu sais pas faire. Sur la durée. Tu sais faire peut-être au début, quand tu vas tout squeezer, hop, les trucs qualité, les procédures, t'élimines tous les trucs redondants, enfin, tu vois, d'accord, ok, tu vas augmenter ta productivité. Mais au bout d'un moment, eux, l'année d'après, ils voudront encore 10%. Ben, si t'es au taquet, qu'est-ce que tu fais? Tu délocalises. Parce qu'après, c'est ta masse salariale qui est, tu vois, tu l'as déjà réduite, et après, même ça, c'est trop. Ben donc après tu vas faire avec les mêmes gens, enfin le même nombre de gens, mais tu payes moins cher ailleurs. Tu vas payer moins cher aussi le loyer, ainsi de suite, blablabla. Parce que tu as cette notion de rendement tous les ans, je veux tant. Parce que sinon l'argent je ne le mets pas chez vous, je le mets ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu es toujours en train de courir après un rendement. On est dans une société, l'argent a pris trop d'importance et l'argent ça ne veut rien dire. Moi en ce qui me concerne, l'argent ça apporte que du négatif, tout le temps. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, là, au départ, on était 3500, les leaders mondiaux sur notre secteur, nickel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Quasiment. Avec le temps. Pas parce qu'ils ont été dégagés, hein, mais avec le temps, parce que c'était plus la même philosophie, la même notion de nous. Avant, il y avait quand même une notion, même si c'était une grosse boîte, de qualité, on vendait nos produits chers, mais il y avait un service derrière. Enfin, tu vois, c'était. Après, vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, c'est pas le même, hein, on te demande encore plus, ben, c'est toujours au détriment des employés, et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge. Quand tu penses, non mais ça va pas, non. Tu vois. Mais simplement parce que ça impactait trop par rapport au reste. Enfin, c'est le système dans lequel on est, j'aime pas. Ils te sortent un produit, tu as déjà les 6 versions qui sont prévues, et on va les mettre au fur et à mesure. Je sais pas, Enfin, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais je dois être un peu naïf, moi, je sais pas. Moi, je pensais que si tu réfléchis, c'est comme l'obsolescence des produits, je trouve ça dingue, qu'on fasse des calculs pour que ça pète à un moment, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais à l'école, quand on concevait un truc, on concevait le truc pour que ça dure, et pour qu'on puisse le réparer. Enfin, je sais pas. Maintenant, c'est ça, c'est on jette. Mais au bout d'un moment, enfin, je sais pas, on est de plus en plus, la planète, on tire dessus de plus en plus. Et puis il faut voir dans quel état elle commence à être. T'as acheté pour toute l'année, ça durait toute l'année, et après encore mes fringues, je les refilais aux cousins, ainsi de suite, tout le monde en profitait. Vers la fin, là, maintenant tu vas chez Hugo Boss, c'est made in China, je peux te dire que ton jean, tu le laves 2 fois, c'est pareil que le reste. Hein. Donc c'est plus la peine. Maintenant tu ne payes, avant tu payais la marque et la qualité, maintenant tu payes plus que la marque. Et ça va. Tout est comme ça. Tout va dans ce sens-là, je trouve. Mais c'est n'importe quoi quand on regarde l'argent qui passe dans la publicité. C'est n'importe quoi. On ferait mieux de dépenser cet argent-là pour, je sais pas, pour augmenter la qualité des produits, pour augmenter leur longévité, pour plein de choses. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, on marche un peu sur la tête. Voilà. Vu que t'es dedans,
Tu t'en rends pas compte. Tu sais, c'est comme, parisien, être parisien, ils sont fous. Quand tu regardes le temps qu'ils perdent dans les transports, le stress, le ci, le ça. Mais moi, j'ai été parisien, et quand t'es dedans, pour rien au monde, tu changerais. Parce que t'es dedans. Tu t'en rends même pas compte. Toujours pareil. Si on me donne une feuille blanche, c'est quelle serait ta boîte idéale, il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Étant dans l'immobilier, moi je trouve ça impensable de ne pas considérer ceux qui peuvent même pas se payer un toit, quoi. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça, c'est tout. Si tu le fais pas toi, qui va le faire, déjà. Après, moi, le côté donner des pièces comme ça à des gens dans la rue, je préfère, à la limite, avoir mis quelque chose en place, tu vois, pour aider des structures qui peuvent accueillir ces gens-là, tu vois, plutôt que de... Enfin, je sais pas, il y a un peu le côté, donne un poisson, je sais plus, c'est un proverbe, là, donne un poisson à quelqu'un, il va faire un repas, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Il y a un peu ce côté-là, tu vois, c'est donner juste une pièce comme ça, quelque part tu te donnes juste bonne conscience, tu vois, là, j'ai donné quelque chose, toc, allez, et puis va-t'en, hein, tu vois, non. Moi, je préfère, je donne pas, parce que quand il y a quelqu'un qui me demande, je dis non, allez voir tel ou tel, vous verrez, ils peuvent vous donner à manger, ils peuvent ci ou ça. Mais après, c'est à lui d'y aller. J'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire que mon père étant venu de Yougoslavie, nous, toutes nos vacances, on les a passées justement en Yougoslavie. C'est-à-dire que tous les ans, on repartait, on était à 5 dans la voiture, des fois même 6 avec la grand-mère, dans la bagnole comme ça, et on passait un mois à aller au champ encore avec les bœufs, alors qu'ici on avait déjà tout. Et ce qui fait que tous les ans on se prenait une claque dans la figure pendant un mois, parce qu'on se pointait là-bas, ça marchait 2 jours avec les cousins, parce que nous on avait le Walkman, on avait ci, on avait ça, puis au bout d'un moment on se rend compte que mais ton Walkman on s'en fout, parce que là nous on est en train de jouer, on faisait des trucs complètement différents, et on se rendait compte que ici on avait plus que là-bas, mais on n'appréciait pas ce qu'on avait ici, et on était moins heureux que eux là-bas. Donc déjà ça te remet les pieds sur terre, et tu te rends compte que c'est pas l'argent qui est important. Et puis après, il y a aussi une volonté, pas de changer le monde, hein, attention, mais à mon échelle, de faire les choses un peu différemment, parce que le monde dans lequel on vit, je trouve que ça va trop vite, les gens, je sais pas, ils ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont, alors qu'on a quand même beaucoup de choses, quoi, mine de rien. Il n'y a pas que des problèmes, il n'y a pas que des soucis. Mais on n'entend parler que de ça. Perso, aucun. Après, des freins, il y en a peut-être plus pour les personnes qui gravitent autour. Tu vois. Mais pour moi, perso, non. Non, puisque ça, personne ne va forcer, hein, je veux dire. Quand tu as plein d'argent, et comme par hasard, tu as aussi plein d'amis. Puis comme par hasard, c'est souvent toi qui payes. Tu vois. Voilà, donc ça, vu que tu peux plus le faire, c'est bizarre, t'as plus d'amis, tu vois. Voilà. Mais à part ça, mes vrais amis, ils viennent ici. Consommer en réfléchissant. C'est quoi la différence ? Des fois, je dis, moi, je roulerai jamais en Cayenne. Voilà. Moi, je préfère, ma Cayenne, là, elle est chez les associations. Et je m'en branle. Bon, je pose une Cayenne. Ça va être aussi, justement, en fonction de ses besoins. C'est-à-dire, moi, je sais pas, quand on prend un apéro, je suis désolé, au goût, un bon crément ou un champagne moyen, mais même un bon champagne, hein, honnêtement, je vois pas spécialement la différence. Mais t'en as plein, si c'est pas du champagne, c'est pas bon. Tu vois, mais simplement parce que c'est pas du champagne. Écoute, je l'ai déjà fait, moi j'ai servi déjà du crément en disant que c'était du champagne, ça passe très bien, pas de problème, tu vois. Donc c'est tout ce côté-là de m'as-tu vu, d'image, ça faut éliminer. Et là t'en fais des économies. Même pour les gamins, tu regardes, il faut toujours avoir le dernier iPhone, le dernier ci, le dernier ça. Commence déjà à savoir te servir du premier. Les gens, ce qui leur manque, c'est vu que tout va vite. T'as l'impression qu'ils prennent plus le temps de réfléchir. Ils prennent plus le temps d'avoir des idées. Tu vois, parce qu'ils consomment juste. Quand tu disais j'ouvre la bouche, mais c'est exactement ça. Tu vois.
Et t'en as plein après, ils se pointent ici. Oh putain, ça c'est génial, c'est génial. T'as la même chose chez toi. Fais-le, c'est tout, fais-le. Et puis arrête de jeter. Chaque fois que tu vas acheter un truc, pose-toi la question avant, est-ce que je peux pas l'utiliser? Tu vois? Ah, ok, après si tu peux pas l'utiliser, tu le jettes. Mais si tu peux l'utiliser pour faire quelque chose, ben, je sais pas, fais... Là-bas, tu vois, on a fait un atelier, il y avait un vieux billard d'un pote, là, ben, je vais couper le billard en deux, toc, on met un plateau dessus, ça fait un super établi. Tout le monde l'aurait jeté. Enfin, tout le monde, il y en a beaucoup qui l'auraient jeté. Mais simplement parce que tu prends pas le temps de réfléchir. Et qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent eux. Et qu'ils nous écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, hein, elle vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par ce qui se dit autour. Enfin, je sais pas, il suffit d'y aller. C'est tout. Si on a une idée, faut aller au bout. Faut aller au bout de l'idée. Après, peut-être que c'est pas possible. Ou peut-être que c'est pas le moment. Ou peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Après, du coup, faut trouver des gens qui vont aider ou attendre un petit peu, économiser. J'en sais rien. Mais n'importe quelle idée, en fait, si à partir du moment où on veut la porter, où elle vous parle, ben, vous allez y mettre de votre énergie, de la bonne énergie. Après, je dirais, ça peut que marcher. Quand on veut, on y arrive. On y arrive. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne et que c'est qu'une histoire de volonté. C'est tout. T'as une idée, t'y vas. Non, mais c'est vrai. Point. Et après, si t'as plus d'énergie, ben, ok, tu te reposes, t'attends, ça revient, et tu continues. Mais il y a rien qui est... voilà... S'il y a un truc à dire, il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Et après, on adapte toujours. C'est un peu compliqué, mais réfléchir, en fait, quand on fait un business model, pas réfléchir qu'en termes de rentabilité, mais réfléchir en termes de réponse à ses besoins. C'est ça le plus important. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Quand tu raisonnes par rapport à l'argent, du coup, c'est les chiffres qui te donnent la solution. Si tu raisonnes par rapport aux besoins, par rapport à ta boîte, ce qu'elle sait faire, la qualité, la qualité aussi de l'environnement de travail pour ceux qui bossent chez toi. Moi, chez moi, il n'y a jamais personne qui s'est barré. Et je veux pas. Et les gens le moins bien payés dans la boîte, c'est moi. Mais je m'en prends, j'ai pas besoin de plus. Et après, je préfère que l'argent reste en trésor, comme ça, en cas de coup dur, ben, on est tous là et ça passe. C'est une histoire de gestion tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille. En fait, c'est ça. Moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Et si jamais j'ai besoin, ok, je prendrai. Mais si j'ai besoin, je vais pas systématiquement me prendre un salaire de patron simplement parce que je suis patron. Enfin, c'est pas... Si j'en ai besoin, ouais. Mais si j'en ai pas besoin, ça sert à quoi? Juste à affaiblir ta boîte? Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, tu as moins de... Parce que des fois, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu sais même pas quoi. On se projette tout le temps. On oublie déjà d'apprécier ce qu'on est en train de vivre. Parce que sans déconner, pareil, là, tu t'écoutes, là, tout le monde dit crise, mais... Il n'y a pas de guerre, moi je connais personne qui a faim, enfin il y en a, hein, mais autour de moi, on manque pas vraiment de grand chose. Hein. Si ce n'est peut-être que d'apprécier un peu plus ce qu'on a déjà, et de moins écouter les gens qui te font croire qu'on aura encore moins. Mais on aura encore moins, mais si tu as toujours de quoi subvenir à tes besoins, ça te suffit, c'est tout. J'avais vu un film, c'était marrant, mais c'était avec Serrault, là, ça s'appelle Le Papillon, je crois, un truc comme ça, où il est avec une petite fille, là. Et à un moment, la petite, elle lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Puis lui, il faisait des papillons, enfin. Et il avait une super phrase, et moi, ça m'était resté là, parce que c'est vrai, ça avait fait comme un flash. Il avait dit, écoute, moi, je sais plus comment il le dit, mais dans la vie, il faut faire ce que tu aimes. Point. Il avait juste dit ça. Moi j'aimais les papillons, après voilà, je me suis lancé là-dedans et j'aimais tellement ça que après je m'y connaissais tellement que du coup j'ai pu en faire mon métier. Tu vois, c'est... Et quelque part, moi je crois à ça. Je crois à ça. Faire ce qu'on aime. De toute façon, quand tu sors de l'école, tu sais rien. Après t'apprends tout sur le tas.
Alors c'est bien d'avoir une éducation et tout ça, ça formate, ça t'apprend à travailler et tout, mais en sortant de l'école, tu sais rien. Après, tu apprends. Et après, tu choisis des trucs que t'aimes et tu vas apprendre les trucs que t'aimes. Et là, tu avances. Et après, par rapport à on va dire, à la philosophie du truc, c'est soit t'es très attiré par l'argent, soit pas. Voilà. Après, tu choisis où est-ce que tu veux aller. Au départ, moi je suis de formation ingénieur arts et métiers. Et j'avais bossé pendant quasiment une dizaine d'années pour une très grosse multinationale américaine, là où en fait on vendait du bois composite. Alors on va dire qu'au départ c'était super, puisque c'était une société qui c'était assez gros, il y avait quand même 3500 personnes, on était leader mondial dans notre secteur. Et il y avait un côté pionnier, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment développer le marché français par rapport à ces produits-là. Le bois, en plus, ça me parle, puisqu'il y a un côté un peu écolo comme ça qui me plaisait bien, même si c'était des produits techniques. Et on va dire que pendant 5 ans, travaillant pour cette boîte-là, avec des gros moyens, ayant carte blanche pour développer un marché, c'était hyper intéressant, super. Par contre, au bout d'un moment, on s'est fait racheter par une très grosse, la multinationale américaine. C'est le plus gros propriétaire forestier au monde qui en fait s'est payé celui qui sait le mieux transformer le bois pour faire des poutrelles-marines, blablabla. Mais là, on tombait dans des schémas un peu différents, c'est-à-dire 70 000 personnes, 30 milliards de chiffre d'affaires. Et là, après, on parle que de chiffres, que de return on net asset, là, voilà. Donc tous les partenariats qu'on avait mis en place, parce que quand on développe un marché, il faut mettre des partenariats en place, il faut semer pour pouvoir récolter. Tout ça, c'était un petit peu mis de côté parce qu'il fallait tout de suite du rendement. Couplé à ça, il y a eu un petit accident, on va dire, familial, c'est-à-dire divorce, parce que c'est vrai qu'étant tout le temps sur la route, jamais à la maison, c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé à plus trop aimer ce que je faisais, parce que je me rendais compte que les gens qui travaillaient chez nous, en fait, ils travaillaient presque pour se faire virer, quoi, parce qu'au bout d'un moment, le rendement, on presse, et puis après, on délocalise. En gros, ça se passe comme ça, les schémas. Donc ça me convenait pas du tout. Et puis en plus de ça, je me suis rendu compte qu'à part faire de l'argent, dans ma vie, je me retrouvais tout seul. Je me suis dit, je vais réorienter en fait ma vie complètement, pas seulement la carrière. Donc là, je me suis laissé 6 mois de réflexion pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, puisque je lâchais tout. Et il y a plusieurs projets qui sont ressortis du truc, parce que j'aime bien un petit peu réfléchir à certaines choses, on va dire. Et moi, j'étais dans le commercial avant, donc je voulais rester dans le commercial. J'avais jamais travaillé avec le particulier, donc ça, après, je voulais essayer, parce que ça me plaît bien, le contact avec les gens. L'immobilier, j'en avais fait un petit peu, mais en tant que client, et quand je voyais comment ça se passait, je me disais qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue commercial. Donc voilà, après il y a eu une idée qui a germé, c'est-à-dire je vais continuer dans le commercial, travailler avec les particuliers, aller dans l'immobilier parce que j'aime bien. Mais après, je voulais pas le faire comme tout le monde. Et puis après, du coup, moi étant fils d'émigré, mon père, quand il est venu en France, c'était en quoi, dans les années 60. Au départ, il est arrivé à pied de Yougoslavie, il s'est retrouvé, il a été aidé par la Croix-Rouge, et sans la Croix-Rouge, il aurait dormi dehors tout le temps, quoi. Donc après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de l'immobilier, mais penser à ceux qui n'ont pas de toit, et puis essayer peut-être de développer des actions en ce qui nous concerne, parallèlement à notre activité principale qui est de vendre des appartements ou des maisons. Ensuite, je me suis dit, le problème, c'est que moi, si mon temps est accaparé, on va dire, à faire de l'immobilier, faire des actions après à côté, ça risque d'être compliqué. Et il y a quand même des gens qui sont en place et qui n'ont peut-être pas assez les moyens. Donc, pourquoi pas, je sais pas, reverser une partie des commissions à des associations qui sont en place, type Restaurant du Cœur, Fondation Abbé Pierre. Enfin, on travaille avec une douzaine d'assos comme ça qu'on propose. Et puis après, j'en ai fait aussi un argumentaire commercial supplémentaire. Voilà, donc après, il y a cette idée-là qui a germé. Le nom, après, il est venu comme ça, parce que ça semblait un petit peu marrant, puis c'est facile à retenir, Romain des Toits. Puis après, il suffit d'intégrer ça dans tous ces budgets, dans toutes les simulations qu'on fait, et puis on y arrive très bien. Les milliardaires, à part l'ego,
Enfin, à part flatter l'ego, ça sert à rien. Pourquoi et du coup, on est dans un système où les riches, on leur tape dessus alors qu'il ne faudrait pas. Moi, je serais d'accord, milliardaire, pourquoi on ne crée pas un club des milliardaires? Et au contraire, on en fait un truc super cool. D'accord, on est basé sur l'argent, donc le top du top, c'est d'être milliardaire, mais à partir du moment où tu es milliardaire, hop, tu rentres dans le club, tout ce qui est au-dessus, moitié pour toi, moitié dans une caisse pour la planète. Tu es toujours milliardaire, tu es toujours le plus riche, hein, sauf que ce qui est au-dessus, c'est coupé en deux, mais de toute façon, vu que déjà le milliard, tu ne peux pas le dépenser, ça change absolument rien. Et si tu fais le calcul, moi je m'étais amusé à faire le calcul, tu règles le problème de la fin du monde comme ça, sans avoir rien changé. Rien. Tu regardes Bill Gates, tout ça, il donne de l'argent, mais c'est incroyable, c'est super ce qu'il fait, super. Parce qu'il se rend compte que de toute façon, il peut pas dépenser son argent. Tu vois, donc lui-même, il commence, même l'autre, c'est Warren Buffett, là, ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a un autre, là, ils donnent beaucoup, ils ont même leur propre fondation, ou je sais pas quoi. Ils aident. Parce qu'ils se rendent compte que ça sert à rien d'en avoir tant que ça. Et puis on est quand même dans une société où on peut se le permettre. Enfin, je sais pas, la preuve, c'est que moi je le fais à mon échelle. Quand je vois tous les gâchis qu'il y a autour de nous, on pourrait raisonner. Chaque boîte pourra avoir une partie qui serait soit allouée aux plus pauvres, soit à la planète, soit ci, soit ça. Voilà. Je sais que j'ai fait un constat. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? À part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux? Non. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas argent. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. C'est un WAB qui vient du fond et qui dit il y a quelque chose qui ne va pas tenir longtemps. C'est-à-dire que je suis dans une contradiction, je suis capable de la porter, je suis capable de l'assumer, mais je sais pertinemment, je me rends compte à ce moment-là que faire ça dans la durée, ça ne va pas être possible. J'étais acheteuse internationale, je travaillais à New York, en Hollande. Par exemple, en Hollande, j'avais un duplex de 100 mètres carrés dans le centre de Amsterdam. Dans mon métier d'avant, je m'ennuyais. Je partageais pas le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et voilà, en tant qu'homme, humain, je concevais difficilement que je puisse rester 40 ans à travailler de cette manière-là. Est-ce que je suis le chemin qui est tracé et j'ai un salaire qui rentre et je me pose pas de questions et je peux subvenir aux besoins de ma famille et tout ça? Et du coup, c'est simple, je continue et tant que ça tient, ça tient. Ou alors, est-ce que je dis, je pose les choses, je regarde ce que je peux faire, est-ce que j'ai le courage de changer, est-ce que j'ai la patience de prendre le temps de le faire, est-ce que je me jette à l'eau? Être un peu plus utile à la société, au lieu de travailler dans un domaine très technique, qui est très intéressant, très enrichissant aussi, mais qui me paraissait un peu loin des préoccupations du quotidien. C'est un peu le slogan, vous êtes prié de laisser le monde dans les états où vous auriez aimé le trouver en venant. Et puis je ne l'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais. Chacun avec ses petits moyens, on se dit non, on n'y arrivera pas. Sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète, c'est absolument incroyable donc d'idées, de choses, de trucs intéressants là-dedans. Et donc finalement d'avoir quelque chose de plus humble de mon côté, de dire tiens, finalement, juste essayer de repérer, de trouver les choses et puis de faire en sorte que ça devienne, que ça se sache. Voilà, c'est super. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et si nous, ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse à partir de là, sinon la foire était. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là j'ai dit non, là j'ai dit j'arrête. On peut avoir un métier un peu reconnu, etc. Et décider de changer pour faire quelque chose qui nous plaît. Enfin, c'était un peu ça aussi, je pense. De se dire, c'est possible, on peut changer si on a envie de faire autre chose. On n'est pas obligé toute sa vie de faire le même métier.
Si j'avais eu l'idée il y a 10 ans, clairement j'aurais laissé tomber tout de suite parce que j'aurais vite vu sur internet que ça marche pas et que les gens sont pas encore prêts. Et je pense que maintenant les gens sont prêts. Quand on ne se connaît pas vraiment, on va faire un métier qui rassure, on va faire un métier qui rassure notre entourage, nous-mêmes, on va peut-être faire un métier pour l'argent. J'ai fait ces métiers-là, j'ai été dans des jobs qui ne correspondaient pas à ma personnalité. Moi j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana. Alors après, on évolue, mais après, on se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur. C'est un sacrifice qui ne peut pas durer éternellement. À partir de là, il y a tout un cheminement, bien sûr, qui se fait, jusqu'au point où on réunit la force, soi-même, donc moi-même, et auprès des autres, de dire il faut que je change. Il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que je ne vais pas tenir sinon. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien. Moi, c'est pas mon créneau à la base. Je ne suis pas dans l'internet, je ne suis pas dans la presse papier, je ne suis pas dans le développement de sites web. Donc, c'était pas du tout mon créneau. Mais bon, il y a des fois comme ça, on a des idées qui nous semblent bonnes et on a envie d'y aller. J'allais dire quoi qu'il en coûte. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, autant la faire complètement différemment, autant la faire vraiment à mon image, quoi. Et puis on essaye, voilà. Et puis on a essayé, puis apparemment ça marche. Moi je sais gérer, il n'y a aucun problème. Je sais même gagner de l'argent, je sais encore. J'ai pas perdu ça. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ça ne me rendait pas heureux de gagner de l'argent pour de l'argent. Est-ce que je pourrais regarder mes enfants droit dans les yeux plus tard, quand ils me diront mais qu'est-ce que tu as fait, regarde où on en est, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as râlé, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai plutôt décidé de remonter les manches et puis d'y aller. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc au moment donné où dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça va pas, c'est arrivé à chaque fois. C'est que je me suis dit, je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces, quoi. J'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire. Au travers d'une rénovation écologique d'une grande maison dont j'ai fait des chambres d'hôtes, j'essaye petit à petit de réduire mon empreinte carbone. Donc j'étais cadre dynamique et j'ai choisi de créer d'être mon propre patron pour retrouver mon rythme personnel. J'ai décidé de changer de vie. J'ai quitté une vie dans les bureaux, j'espère, pour vraiment faire de l'apiculture urbaine. J'ai voulu changer de vie radicalement pour décarboner ma vie. Et moi, j'ai décidé de ma vie, je ne veux pas faire d'argent. Moi, je veux être heureux. Je veux plus, je sais pas, tous ces trucs-là. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir et encore avoir à faire mes mails. On a décidé de monter Imagination for People. C'est une plateforme internationale multilingue qui s'intéresse à l'imagination citoyenne. Donc elle fait deux choses. Repérer les bonnes idées pour vivre ensemble, une sorte de Wikipédia des bonnes idées, hein, et puis soutenir les porteurs de projets. Et l'objectif ultime, c'est que tout ça, ça se croise pour passer à l'échelle de manière à ce que dans le monde, il y ait de plus en plus d'innovations et que certaines des innovations sociales, comme on les appelle, ou de l'imagination citoyenne, des bonnes idées, des bons projets, se développent un peu partout sur la planète. Et on a décidé d'investir dans du très long terme, en sortant d'une vie de salarié, en s'assumant pleinement de A à Z, en mélangeant vie personnelle et vie professionnelle. J'en avais marre de cette dichotomie. On ne peut pas fermer la porte du bureau et ne plus être le même. On a besoin d'être intègre. J'ai décidé de quitter mon travail qui était stable, qui était relativement plaisant dans l'international pour me lancer dans l'aventure de la création d'une ressourcerie. Un projet qui a du sens pour moi et que j'avais envie de développer sur le territoire. J'avais envie de créer une entreprise, mais il me manquait l'idée. Et l'idée est arrivée avec justement ces énergies renouvelables et plus particulièrement le biogaz. Aujourd'hui, on a un bâtiment de 300 ans qui consomme 37 kWh au mètre carré par an. Pour vous donner une idée, un bâtiment de la Défense, c'est 1000
kWh par mètre carré par an. On a réussi à restructurer une filière laine locale. On travaille avec 250 éleveurs, on transforme 60 tonnes de laine par an, on est 45 salariés à travailler la laine et on a créé aussi donc, un lieu, c'est-à-dire que cette filature maintenant c'est un lieu, c'est une destination où il y a 2 parcours muséographiques sur l'histoire de la laine, il y a un café-librairie, il y a une boutique des produits de la coopérative. Voilà, c'est une destination où il y a 20 000 visiteurs par an qui viennent. J'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle trocdepresse.com et qui permet de ne plus jeter ses journaux et ses magazines, mais de les échanger avec ses voisins. Avant, peut-être vous le faisiez avec votre grand-mère, votre cousin, votre copine. Maintenant, vous pouvez le faire sur ce site, échanger gratuitement avec ses voisins. Donc c'est par adresse postale, vous êtes inscrit à telle adresse. Si vos voisins s'inscrivent aussi, vous pouvez échanger vos journaux et vos magazines via vos boîtes aux lettres, tout simplement. Maintenant, je suis thermicien conseil, donc je m'occupe d'aider les gens à réaliser et à faire réaliser des maisons réellement économes en énergie et réellement confortables, tout en étant bien sûr le plus naturel possible. 2008, je définis que c'est en fait le bonheur qui m'intéresse. Début 2009, je lance mon blog. Fin 2009, on crée Happy Lab avec Jessica. C'est le fait du coup de produire sur place, de vendre sur place. Je suis devenu éducateur spécialisé et l'idée ça a été de conjuguer et mon boulot et ma passion. Romain Détois, c'est une agence immobilière. Alors on fait que de la transaction, de l'achat-vente, hein, donc pas de location, ainsi de suite. Et après, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a une commission d'agence qui est payée. Nous, ce qui se passe, c'est que quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait 2 chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Du coup, on a décidé de faire du pain, de monter ce projet, de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin et puis de faire de la vente directe. Voilà. Combien de fois on m'a dit dans mes interventions, mais comment vous allez nourrir le monde avec vos rendements Ben oui, 20, 25, 30 quintaux hectares, alors qu'on fait sur les mêmes terres 70. Nous, les 10 dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72 et 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait. Jamais on a fait ça en matière de bio, je dois vous dire. Mais on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux, on va penser valeur énergétique hectare. C'est là le changement de conscience, voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, voyez-vous. Moi, ça a développé, ça a fait exploser ma créativité. Je ne savais même pas que j'avais ça en moi, quoi. C'est un truc fou. Les horaires sont bien plus en rapport avec mon horloge biologique. Donc oui, je travaille moins, je travaille éventuellement plus intensément sur de courtes périodes plutôt que d'une façon diluée sur de longues journées. Pour moi, ça a été une mise en phase entre ce que moi j'étais et ce que je fais au sein de l'entreprise. In fine, ça amène des choses qui font qu'on peut s'épanouir, on peut arriver à être satisfait et être heureux, à se satisfait personnellement. Je ne parle pas de reconnaissance des autres, je parle juste de soi-même. C'est la liberté d'agir dans mon geste professionnel. Le pain qu'on vend là à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km, ou même pas, qu'est-ce que je dis ? Ça dépend des années, mais là, il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 mètres d'ici. Donc le blé, il a parcouru 500 mètres pour venir dans la cour de la ferme. Et puis ensuite, il est transformé directement ici en farine. Puis les clients viennent l'acheter là. 500 mètres, en termes d'émissions de CO2, c'est quand même pas mal. Bon, après, il y a les clients qui font parfois quelques kilomètres, mais c'est plutôt bien. La satisfaction aussi que je peux ressentir chez le client quand je rends un projet abouti. Ça, c'est le meilleur salaire. Ça satisfait d'abord mon utopie de 14 ans où je disais ça serait bien que le monde y soit un peu moins pire. Et là, quand je vois les Amanins, je vois aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues hier et qui sont encore venues aujourd'hui et qui me témoignent
Donc des remerciements, j'ai ma contrepartie. J'ai la contrepartie de tout le temps, de tout l'argent que j'ai mis dans ce projet, tout le temps que j'y ai passé. Parce que c'est ça qu'on recherche en fait. Qu'est-ce qui nous intéresse d'autre que d'avoir effectivement le regard des autres? Je te l'ai dit, tout petit, c'est ce que je cherchais, donc je le cherche encore aujourd'hui, avec un peu plus de conscience. Ce que je fais tous les jours, ça me permet, en me couchant le soir, d'avoir le sentiment d'avoir été utile, ce qui est finalement ce que chacun recherche au bout d'un moment dans sa vie, voire dès le début. Et surtout, une fois qu'on a le sentiment d'avoir été utile, on se couche beaucoup plus serein. Déjà, on a une histoire à raconter, c'est ça qui est bien. Tu vois. Une identité. Ouais. Et puis une façon de voir les choses, une façon de faire les choses, et vu que c'est différent par rapport à la concurrence, forcément ça marque, forcément. On a prouvé que des gens qui s'organisent, qui sont entrepreneurs aussi, mais entrepreneurs différents, entrepreneurs collectifs, solidaires, peuvent vraiment créer des choses, parce que nous on s'est quand même coltiné tout. Alors, on n'a pas été sur un créneau juteux, franchement, la laine, c'est pas le truc. On fait de la production. Non, mais en France, aujourd'hui, faire de la production, mais bon, on ne fait pas d'économie avec ça. Bon, d'accord, les Chinois, les Indiens, ils font pas cher. Voilà, on a été là où c'était le plus difficile. Faire une entreprise dans un village à 1 heure de la première ville, on a été là où c'était toujours le plus difficile, mais on a réussi. Toutes ces expériences, elles ont affiné ma boussole intérieure pour comprendre là où était ma place. Donc j'ai trouvé ma place. Pour trouver sa place, il faut trouver la fluidité. C'est-à-dire que, tu vois, ça c'est le monde, et il y a un courant, il faut que tu le sentes. Et quand tu sens le courant, déjà il y a la joie dans le courant, et il y a les choses s'enclenchent. C'est magique, les choses s'enclenchent. Tu rentres dans le courant, et la seule chose que tu as à faire, c'est développer ta sensibilité et ta capacité à sentir le courant et à le voir. Et dire merci. L'histoire de reverser 5%, moi par exemple, on a un budget com qui est beaucoup moins important que d'autres sociétés, mais parce que moi je préfère faire les choses différemment et après du coup être recommandé par les gens avec qui on travaille, parce qu'on les fait, j'espère, mieux. Et aussi d'une façon peut-être plus humaine, plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub. Et puis, parce qu'il y en a, c'est ça, je mets le paquet sur la pub, même si je fais à côté un petit peu n'importe quoi, on va dire, mais ça marche. C'est un peu comme si j'avais un nouveau bébé, quoi, et ça me rend vraiment très vivant. Je trouve que c'est porteur, ça m'emplit de joie. C'est beaucoup plus qu'un revenu qu'on en tire. C'est une véritable vie avec toute sa cohérence. Et beaucoup de temps gagné, plus on gagne en décarbonant sa vie, plus on gagne de temps libre. On est fiers, et puis on est libre aussi, je crois. C'est-à-dire qu'on est maître à bord, c'est ce qu'on a toujours voulu. Où je vois que la réalisation arrive, là je trouve que c'est un projet qui a énormément de sens pour moi. Je suis plus en accord avec moi-même. À l'heure actuelle, c'est porteur en plus, ça plaît aux gens. Parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très, très basiques, très logiques, très, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant ça fait du bien, on est rassuré pour l'avenir. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. J'ai été un exploitant agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Vous comprenez ça? Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je veux transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là. Nathalie Corré. Alors, Nathalie Corré, si aujourd'hui vous êtes comédienne et bientôt on va voir votre spectacle, j'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas mérité Mireille, j'ai pas mérité la poisse qui m'englue depuis ma naissance, il y a 12 ans. Justement, vous avez tout connu parce que vous avez commencé comme publicitaire en gagnant bien votre vie. C'était les années 80. L'âge d'or de la pub. Et ensuite, vous avez fait du théâtre de rue, marionnettiste, et vous dites, j'ai connu là vraiment la misère. C'est-à-dire que
Enfin, encore une fois, c'était la liberté dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la liberté de choix. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de commencer à travailler jeune, parce que j'avais fait des études jeunes. Et du coup, à 20 ans, j'ai été embauchée dans une grande agence de publicité, dans laquelle j'ai fait 3 années. Et puis, un beau jour, j'ai eu un accident de voiture qui m'a ouvert les yeux. À chaque mauvaise chose arrive parfois des belles. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis rendu compte que ni l'argent ni le pouvoir ne me motivaient. Je me souviens, je travaillais tellement comme un âne que j'habitais dans une rue commerçante, j'avais jamais vu un magasin ouvert. Enfin, c'était n'importe quoi. Je travaillais le week-end, le soir, je rentrais à pas d'heure. Mais j'avais 23 ans. Mais pas pour avoir de l'argent. Mais parce que j'étais dans un système qui était comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais je me suis trompée. Et je change de vie. J'ai décidé d'arrêter. Du jour au lendemain, j'ai donné ma démission. Et ce qui m'a conforté, c'est que je me souviens que mon patron, à l'époque, il y a donc 43 ans et demi, m'avait dit, je le salue si, toujours sur cette terre, et il m'avait dit, écoute, ça ne m'arrange pas, mais fais ce que tu veux, car moi, toute ma vie, je regretterais de ne pas être un danseur de claquettes. Et c'est vrai que, tout d'un coup, de voir ce type se décomposer et me dire, mais fais ce que tu veux, parce que, voilà, l'argent m'a pas donné ça, et je ne peux plus revenir en arrière. Et là, je suis partie, et effectivement, j'ai fait une formation de marionnettiste, et puis j'ai fait du théâtre de rue, et là, ça a été la bohème totale. C'est-à-dire, je suis passée de ça à ça, mais c'était pas grave. J'étais tellement heureuse et j'étais tellement contente de m'être rendu compte que finalement, dans la vie, ces deux choses-là me motiveraient pas. En tout cas, ne motiveraient pas l'essentiel. C'est-à-dire que je suis ravie quand je gagne des sous, hein, c'est vraiment très bien. Mais quand j'en ai pas, je sais vivre avec et sans. Et alors aujourd'hui, avec vos Ce sujet, c'est ce que j'ai appelé l'épuisement des ressources humaines. Et vous allez voir, à la fin de l'exposé, je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'il y a une connexion avec ce qui se passe en politique aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle? D'abord l'épuisement des ressources humaines. Bon, vous avez des gens qui réfléchissent sur l'épuisement des ressources par le système actuel. On a un système qui est fondé sur la croissance indéfinie. Tout le monde sait qu'une croissance indéfinie dans un environnement fini, ça peut pas fonctionner éternellement. Donc effectivement, les gens regardent la façon dont le système est en train de taper dans les ressources naturelles de toutes sortes, de déstabiliser les écosystèmes, etc., pour voir à quel moment l'espèce humaine va en quelque sorte buter sur les limites de l'écosphère. Ok, ça tout le monde regarde. Mais il y a un autre phénomène qui se produit et qui est beaucoup moins vu, alors qu'à mon avis il est très important et il explique beaucoup de choses dans le malaise qu'éprouvent beaucoup de gens aujourd'hui par rapport à la façon dont les choses se passent, d'une manière générale, une sorte de malaise diffus. Ce phénomène, donc, c'est l'épuisement des ressources humaines. C'est-à-dire que ce système ne tape pas seulement dans les ressources de la terre, il n'est pas seulement en train de taper dans les ressources de pétrole, il n'est pas seulement en train de taper dans les ressources de charbon, de potasse, de ce que vous voudrez. Il est aussi en train de taper là-dedans, dans nos têtes. Il est en train de taper dans nos ressources de temps de cerveau disponibles, si vous voulez. Et c'est ces dégâts-là dont je pense qu'il faut parler quand même à un moment, si on veut comprendre en profondeur ce qui se passe autour de nous. Pour l'évoquer, pour essayer de bien faire comprendre ce que je veux dire, je voudrais recourir à une métaphore. Une métaphore qui m'a été suggérée par un spectacle auquel j'ai assisté il y a quelques années. J'ai eu l'occasion, pour des raisons professionnelles, de voir fonctionner un entrepôt logistique. Et dans cet entrepôt logistique était déployée une technique de gestion des ressources humaines qui s'appelle le voice picking. Qu'est-ce que c'est le voice picking? C'est simple, vous prenez une intelligence artificielle et vous donnez aux opérateurs un casque à se mettre sur les oreilles, un casque audio, et l'intelligence artificielle va leur dire dans le casque audio ce qu'ils doivent faire. Elle va leur dire, tu dois aller devant le rayon B4, avec ton chariot, tu vas prendre un lot X3, tu vas amener le lot X3 jusqu'au rayon C2, donc continuer tout droit sur 20 mètres. Tu peux même avoir une balise qui localise le gars, comme ça l'intelligence artificielle peut même le guider en temps réel, quoi. Maintenant, tournez à gauche. Maintenant, tournez à droite, comme avec un GPS, quoi. Et puis, déposer l'objet à tel endroit, etc.
Ça donne de très bons résultats, hein, il faut reconnaître. Parce qu'évidemment, les mecs se trompent pratiquement plus, parce qu'ils peuvent se tromper que s'ils ont mal entendu ce que disait l'intelligence artificielle, qui, elle, ne se trompe quasiment jamais. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en concurrence, si j'ai bien compris, pour que on sache qui va toucher des primes de rendement. Et on leur dit, maintenant, vous pouvez régler vous-même la vitesse de l'intelligence artificielle. Donc à la fin, tu te retrouves avec des entrepôts logistiques où tu as des mecs qui courent dans tous les coins comme des lapins Duracell pour essayer d'avoir des primes avec un casque sur la tête et une voix qui leur dit allez, en B4, prendre le chariot numéro 3, l'emmener jusqu'au C2. En courant partout, comme ça. Ok, c'est ce qu'on appelle le progrès. Moi, je veux bien, hein, si on me le dit. Le seul problème, en fait, du voice speaking, mais c'est pas un problème mineur, c'est qu'on peut quand même se demander dans quel état cérébral ça met les mecs. Alors, il paraît souvent que les opérateurs achètent le truc parce que ça les met en état de flow. Effectivement, ils n'ont pas besoin de réfléchir. L'intelligence artificielle réfléchit à leur place. Et il paraît qu'il y a même des mecs qui trouvent ça agréable d'une certaine façon. Bon voilà, 35 heures par semaine pour dégager du cash, ils font un boulot comme ça. Au moins ils n'ont pas besoin de réfléchir, c'est sûr. Il y a même un côté sportif, il paraît. Il y a des types chez qui ça devient un jeu. Essayer de suivre la vitesse qu'ils mettent sur l'intelligence artificielle en la réglant à la vitesse maximale. Bon. Enfin quand même. Même s'ils s'en rendent pas compte, à la sortie, les dégâts neurologiques, ils doivent être là. Je pense que c'est des mecs, qu'on le veuille ou non, quelque part, au moins pendant leur temps de travail, et probablement par contre-coup, un peu même au-delà de leur temps de travail, et ils sont zombifiés, quoi. Je veux dire, ils sont animés par une voix qui leur est extérieure, ce qui veut dire que leur cerveau n'émet plus, quoi, ne vit plus d'une certaine façon. On a remplacé leur pensée dans leur tête par un programme. Mais la pensée et un programme, c'est pas pareil. La pensée, c'est dialectique. La pensée est un combat contre elle-même. Un programme, c'est cybernétique, c'est une suite d'instructions. Et les mecs, ils ont pris l'habitude de fonctionner comme ça. Alors, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé cet entrepôt, je me suis dit, on tient quelque chose là. J'aime bien comme ça, de temps en temps, si vous voulez, m'arrêter et juste regarder ce que je vois. Sans le surinterpréter, juste je regarde. Je dis, qu'est-ce que je vois ? Je vois des mecs qui s'auto-zombifient dans la joie et la bonne humeur. Et quand j'y réfléchis bien, la seule raison pour laquelle je me rends compte qu'ils s'auto-zombifient, c'est qu'ils ont un casque sur les oreilles. Si la voix de l'intelligence artificielle n'était pas dans leur casque, mais directement dans leur tête, je ne me rendrais pas compte qu'ils se sont auto-zombifiés. Et puis j'ai réfléchi à mes collègues de travail, il y a des gens donc qui ne sont pas des opérateurs dans les entrepôts logistiques, mais qui sont chargés de dessiner les entrepôts logistiques. J'ai réfléchi à mon propre cas, et je me suis dit finalement, est-ce que moi-même, je ne suis pas auto-zombifié dans mon boulot ? Parce que on dit, ouais, j'ai un boulot intellectuel, ouais, si on veut. J'applique une méthode. Il y a une guêpe qui m'emmerde, là, excusez-moi. J'applique une méthode. Cette méthode, je l'ai dans la tête, quoi. C'est une méthode qui dit comment on calcule l'optimisation des temps de traitement à l'intérieur d'un atelier. Quand je vais devoir calculer le rendement d'un investissement, pareil, je vais suivre une méthode qui s'appelle l'actualisation des flux de trésorerie.
En fait, je pense pas, je n'ai fait qu'appliquer une méthode. Je déroule un programme. Et même mon patron, quand il va décider de faire ou de ne pas faire les investissements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la méthode du Boston Consulting Group ou un truc comme ça. Il va faire une analyse stratégique, voilà, il va faire sa belle matrice, il va être content. Lui aussi, il applique un programme, on l'appelle un décideur. A decision maker, un faiseur de décision, comme disent les Amerlocs. Mais il fait rien du tout. Il applique le programme. Et donc finalement, en regardant ces mecs dans cet atelier logistique et en réfléchissant à toute la façon dont les choses fonctionnaient au-dessus d'eux, autour d'eux, je me suis dit, voilà, là j'ai une image symbolique, emblématique du fonctionnement de notre société, l'auto-zombification des gens, dans la joie et la bonne humeur, parce qu'ils sont rentrés dans un système où il faut être finalement toujours plus performant. Parce que c'est la logique du système, c'est un système de croissance indéfinie, et personne ne peut arrêter finalement cette logique, puisqu'elle se crée spontanément par le jeu de la concurrence. Ok. Quand je suis arrivé là, dans ma réflexion, je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens l'acceptent ? Bon, ok, les opérateurs, là, dans cet entrepôt logistique, ils ont besoin de la prime. Mais est-ce que c'est leur seule motivation ? On me dit qu'il y en a qui trouvent ça bien, mais qu'est-ce qu'ils trouvent bien dans le fait comme ça d'être zombifiés? Et mes collègues, même moi parfois, pourquoi on trouve ça bien finalement de suivre notre petit train-train, d'appliquer nos méthodes ? Pourquoi tous on est content comme ça de faire tourner une machine, alors qu'objectivement le sens de la machine ne saute pas aux yeux? Enfin, je veux dire, si je devais résumer en quelques phrases la façon dont fonctionne notre monde, le système dans lequel on est inscrit, je serais obligé de dire en gros, bon bah le concept est simple, on va se mettre le maximum de pression, comme ça on va produire le maximum de trucs qui servent à rien, qui nous permettront de les consommer le plus vite possible pour pas penser, et c'est pas grave parce que comme on se sera mis la pression, on arrivera à les produire. Et au bout de quelques décennies à ce rythme-là, on sera parvenu à saccager notre planète. Ouais, bingo. Je veux dire, pour qui voit les choses objectivement, en prenant un peu de recul, on peut pas dire que la cohérence du truc saute aux yeux. C'est-à-dire, c'est peut-être rationnel au sens de cohérent, ouais, d'accord, en soi, à l'intérieur de soi. Mais c'est pas raisonnable au sens où c'est pas cohérent avec la volonté naturelle d'un être vivant qui est de persister dans son être. Alors c'est quasiment un suicide là qui est en train de se dérouler. Notre espèce, en fait, se suicide. C'est ça qui est en train de se passer. Et comment ça se fait qu'on l'accepte et que même on est content? Regardez les petits lapins du Racel qui courent dans l'entrepôt logistique, là, tout content de s'être fait zombifier. Comment ça se fait? Alors j'ai continué à réfléchir et je me suis dit, eh bien en fait, quel est l'avantage d'être un zombie? L'avantage d'être un zombie, c'est qu'on n'a plus peur de la mort. Parce que si on est non-vivant, on n'a pas peur de mourir. Je me suis dit, en fait, c'est ça que recherchent les mecs qui rentrent dans ce trip et à qui ça plaît de se faire zombifier par l'intelligence artificielle dans leur mignon petit atelier logistique dans lequel ils courent comme des lapins du Racel, quoi. C'est la même chose que recherchent les geeks no life qui passent 20 heures par jour à jouer à des jeux vidéo. Et finalement, c'est la même chose que recherchent les workaholics, là, les alcooliques du travail. Les mecs qui se shootent littéralement au boulot, qu'on peut rencontrer quelquefois dans le petit monde des cadres prétendument supérieurs. C'est une forme de suicide. Ils se zombifient pour arrêter d'avoir peur de la mort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le fond du problème, et cette pulsion de mort à l'état pur déborde littéralement d'eux quand on les regarde objectivement. Elle explique leur peur et en même temps elle leur permet de surmonter leur peur, de vivre avec,
en les amenant à se zombifier. Et progressivement, ils se transforment en êtres inhumains, en êtres incapables d'empathie, regardant tout, absolument tout sous l'angle de la performance, y compris leurs semblables. Et ça finit par donner une société assez épouvantable. Alors, maintenant, quand on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, sur la campagne électorale aux États-Unis, sur les raisons pour lesquelles je suis pas si fan que ça de Trump. Bon, là, il se trouve qu'aux States, effectivement, la campagne 2016 a amené au pouvoir, à mon avis, un candidat qui, en fait, contrairement à ce que croyaient beaucoup de gens, est moins spire que son concurrent. Parce que, franchement, je pense que Clinton était super dangereuse, encore plus que Trump. Bon, peut-être je me trompe, ça c'est mon opinion, parce que je regarde un peu qui est là autour d'elle, la bande de néoconservateurs en délire. Oulala. Bon. Je préfère encore Trump. Mais bon, je suis pas fan, et puis la façon dont la campagne s'est déroulée, moi cette pulsion de mort, ce besoin de se déshumaniser, je l'ai vu agir à travers cette campagne. Pas seulement chez Trump, hein, chez Clinton aussi, partout. Une campagne hystérisée. Et en France, on a eu la même chose en 2017. Il n'y a pas eu de débat démocratique en France en 2017. Il n'y a pas eu de débat du tout. Il n'y a pas eu de débat politique. Ce n'était pas quelque chose de dialectique. C'était le heurt entre des programmes, un affrontement entre des robots, une campagne cybernétique. Et ce qui s'est passé simplement, c'est que le robot le plus performant, la cybernétique de pointe, celle qui a déployé l'ingénierie des perceptions la plus fine, bah, c'était de loin celle de Macron. Voilà, c'est toutes ces idées-là qui me trottaient dans la tête en regardant ce qui se passait autour de l'élection de Donald Trump. C'est pour ça que j'avais esquissé ces thèmes-là lors de cette conférence. Pour dire en gros sur le fond, si vous voulez, à un moment il faut prendre conscience de la gravité de la situation, du caractère extraordinaire, plus qu'historique, méta-historique en quelque sorte, de la crise dans laquelle on est. C'est pas seulement la crise de l'humanité qui bute sur les limites de l'écosystème. C'est littéralement une époque apocalyptique parce que c'est le moment où l'humanité s'avoue à elle-même qu'elle est tellement terrifiée devant la réalité de sa condition qu'à la limite elle cherche inconsciemment à se suicider pour échapper à cette terreur. C'est une crise civilisationnelle et spirituelle énorme, gigantesque, jamais vue. Et c'est quelque part un peu dérisoire de croire que voilà, la solution, ça va être un milliardaire qui sait faire des tweets rigolos. Ou des bandes de trolls qui peuvent faire parler Pépé de Frog et raconter des conneries sur Internet. Attendez les mecs, c'est pas ça la Renaissance. C'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de quelque chose d'une autre nature. C'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est la renaissance spirituelle, celle qui fait que, à un certain moment, on n'a plus envie d'être un zombie. Et donc, bon, voilà, tout ça pour dire que on n'en est pas là, quoi. Voilà. C'était ça un peu ma conférence à Nantes et je trouvais dommage qu'elle ait été perdue. Donc je voulais la restituer. Aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné.
Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. You'll talk to people, say, I'm an anthropologist, what do you do? And they're like, oh, nothing really, you don't really do. And they'll try to change the subject, and if you pin them down, they'll say, well, to be perfectly honest, I have this job in an office where they gave me some fancy title, but I work maybe 2 hours a week answering emails, and otherwise I'm just on Facebook all day, you know. Don't tell my boss, you know. And so you're constantly meeting people who, you know, say, well, they pay me a lot, but like I don't actually really do anything, you know, or a computer could do my job, or I just pretend to work. Or if you keep the job balance, you know, more or less what it was in the 30s, well, we should have, you know, less than half the work. And in fact, if anything, we have more hours being worked nowadays. So what happened? And you know, the conventional narrative is, well, it's the rise of the service economy. You know, we're all selling each other fancy sushi and, you know, washing each other's dogs or whatnot. And you know, and actually, this is extremely deceptive. If you look at accurate breakdowns of what happened, most of what they call service jobs are not service jobs. If you look at real, you know, service jobs like cutting hair or things like that, they've remained pretty much constant at 20% throughout the 20th and into the 21st century. What's actually changed is administrative, clerical, supervisory jobs, information jobs. Basically those guys sitting around in offices which you don't know what they're doing. So one thing both the left and the right will always agree on, more jobs is good. You don't see people waving signs saying more jobs, you know, that, well, you see people waving signs saying more jobs. You don't see people waving signs saying more jobs that actually do something. You know, the demand is for jobs. And somehow then we have a situation where, much in the same way as state socialist economies like Russia and China used to produce sort of phony proletarian jobs to keep everyone employed, we're creating phony white-collar jobs to keep everyone employed. YouGov actually did a survey, and they asked people, do you think your job makes any difference, any meaningful contribution? They, you know, if it were to vanish, would anybody notice? 40%, actually, almost 40% said, no, my job makes no difference at all. It was 37, actually, 40% in Holland, where they did another survey. But that was people who were sure. Only 50% were absolutely sure their job actually did something. 13% didn't know. Okay, and so you said that if we suppress all these bullshit jobs, and perhaps if we also suppress bureaucracy, we could achieve something like 15-hour yeah, work that was week? what Keynes said we should have by 2025. I think so. Yeah. I mean, because remember, there's 40% of people say that their jobs are doing nothing. That's, you know, so that wouldn't reduce it to quite that extent. But then you have to talk about second order bullshit jobs, right? Because like here you have an office where people are doing, you know, some completely stupid marketing thing, or they're reformatting documents from some French to German form for a tax dodge for a corporate, you know, this is some bullshit thing. Okay, so you have a bullshit corporation.
but somebody's got to be the janitor, you know? Somebody's got to actually like do pest control for that building. Somebody's got to do security. So those are real jobs. They're doing real work, but they don't know they're doing it in support of bullshit. So, you know, if you get rid of that, well, you know, yeah, I think we could easily eliminate half the work. Dans un monde en fait où l'argent est la valeur principale en permanence, tu t'es prêt à mettre plein de thunes dans un iPod, dans un bout de plastique, dans un iPhone, dans une belle bagnole que tu es prêt à acheter à crédit. Par contre, toi, en tant que salarié, tu acceptes d'être payé 1 300 € par mois, quoi. Donc ça veut dire qu'on te dit, quand on te crache ta feuille de salaire à la gueule et on te dit t'es qu'une merde, quoi, parce que 1 300 €, je sais pas, ou 1 000 €, quoi, et encore, c'est ceux qui ont la chance, qui sont payés moins. C'est une façon de te dire, écoute, t'es vraiment qu'une merde, parce que quand on sait ce que représente 1 000 € maintenant, je veux dire, tu peux absolument rien faire avec 1 000 €, hein, tu peux pas te loger, tu peux pas bouffer, enfin tu peux pas loger et te bouffer en même temps avec 1 000 €, c'est quasiment impossible. Donc voilà, mais c'est une façon de t'estimer, je suis désolé, quand on fait croire à des gens qui sont cadres et qu'on les paye 1 600 €, mais c'est quoi ça? Ça signifiait quelque chose d'être cadre il y a 30 ans. Hein, c'était des responsabilités, tu étais représentant de l'entreprise, tu avais le droit à l'initiative et tu avais surtout un salaire en conséquence. Maintenant, on te file un statut de cadre pour te gonfler un peu ton orgueil et tout. Cadre en CDI, tu te rends compte, après ça tu peux frimer dans les discussions avec tes potes. Alors, cadre en CDI chez SFR. Après ça, tu te rends compte que dans la réalité, tu as un salaire de genre 1 400 €, tu as le droit à 0 initiative, tu t'en prends plein la gueule dès qu'il y a un truc qui foire, dès que ça marche, tu as 0 prime parce que Word, elles sont minimes, tu es payé 14 € de prime par mois. Enfin bref, on se fout de ta gueule en permanence, mais à part ça, t'es cadre chez SFR. Tu vois que c'est une entourloupe comme ça, tu dis non, moi j'accepte pas de bosser pour cette entreprise, je m'estime un peu plus que ça, j'estime valoir plus que ça. Hein. Et puis surtout, si je suis cadre, qu'on redéfinisse le statut de cadre, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que jusqu'à présent, on pouvait se dire, ouais, bienheureux le crétin, quoi. J'ai mon boulot, j'ai ma paye qui tombe à la fin du mois, je m'endette à 50%, mais j'ai mon salon M6, j'ai ma bagnole à crédit, j'ai mon abonnement Canal Satellite, et puis tout va bien, quoi. Je fais partie du truc, quoi. Mais maintenant, bon, on voit les mecs, alors ils ont tout ça, tu vois, mais alors déjà, ils tremblent parce qu'ils peuvent plus ils vont peut-être le perdre parce que tout est à crédit. Alors, surtout, ils peuvent pas on va dire, maintenant, ils sont dans une position où ils peuvent plus vraiment trop, on va dire, upgrader leur situation. C'est-à-dire que avant, ils refaisaient la déco du salon tous les 6 mois, là, ça commence à devenir limite, quoi. Enfin, ils étaient constamment piégés par le matériel, donc ils étaient pas dans, on va dire, un rapport à autrui, plus, on va dire, soit spirituel, soit intellectuel. Enfin bref, il n'y avait qu'une façon d'analyser, c'était combien ça allait me coûter d'acheter la même chose que ce que j'avais vu sur M6, voilà, chez Mondial Moquette ou chez Castorama, quoi. Donc maintenant déjà ils se retrouvent un peu en dehors de ça, donc ils vont se retrouver alors donc ils ont absolument rien développé à côté, ni spiritualité, ni culture, ni savoir, ni curiosité, et en plus ils vont se retrouver un peu en dehors du système de la consommation qui défendait, quoi. Alors, troisième effet qui se coule, ils vont se retrouver avec une baisse de conditions sociales, parce que jusqu'à présent ils se rendaient pas compte qu'ils avaient la sécu, ils se rendaient pas compte qu'ils avaient plein de choses qui payaient pas cher en fait en France, la santé, l'éducation, tout ça, ils s'en rendaient pas compte. Tout ça va coûter de plus en plus cher aussi. Donc les mecs, ils avaient l'impression d'être dans la classe moyenne, là, ils vont directement passer à la cave, quoi, tu vois. Au-delà de ça, avec des conditions de travail, comme en plus ils vont devoir rembourser leur baraque, leur machin, leur truc, tous leurs objets qu'ils ont achetés, ils vont devoir baisser leur froc au boulot, mais d'une façon puissante, quoi. Je sais pas, un seul conseil à donner à un mec de 20 ans, c'est de fuir ce monde, mais à tout prix, quoi. Surtout pas rentrer dedans, quoi. Surtout pas se laisser piéger, soit un par le travail, deux par la consommation, parce que là le truc c'est que tu mets le pied dedans, tu fais plus demi-tour maintenant. Hein. Puis surtout tu crées la condition de ton malheur. Quand t'as un boulot, t'as peur de le perdre, quand t'en as pas, t'en veux un. Enfin je veux dire, c'est une sorte tu développes une culpabilité. C'est soit tu as une formation particulière très très ciblée, t'as une qualification personnelle qui fait que tu seras toujours en fait désiré. Si t'es pas toujours désiré, de toute façon tu te passes dans une posture de victime en permanence. Hein, mais de toute façon on voit bien, c'est toujours quand ils parlent de leur travail, c'est t'as d'abord, alors pour les plus chanceux, t'as le sort de lustre, je fais partie de cette entreprise dont je parlais, mais après ça, tu grattes un peu, tu vois bien que les mecs, ils sont victimes du truc, quoi. Ils sont stressés, ils sont poussés à bout, ils sont tirés dans tous les sens, bon, et puis à la fin, ils sont jetés. Donc, une fois que tu rentres dans cette mécanique, dans cette dialectique, surtout quand tu rentres jeune, c'est fini, quoi. Tu te crées des dépendances, des systèmes de valeurs, surtout des revenus, hein, parce qu'une fois que tu commences à t'habituer à gagner 1 500 € par mois, c'est fini, je dirais que c'est terminé. Hein. Parce qu'en fait, c'est tellement peu ces sommes par rapport au coût de la vie. Et la vie telle que M6 te la propose, il faudrait gagner, je sais pas, presque 60 000 € par mois maintenant pour vivre à peu près à niveau, quoi. Hein, acheter une maison tous les mois, acheter une bagnole tous les mois, acheter une nouvelle iPhone tous les mois.
Ouais, je pense que Donc, non, mais 10 000 € par mois, c'est... Donc voilà, tant que tu vois pas que ça c'est juste une absurdité, la vie, la vie juste d'un point de vue comptable, la vie telle qu'on te la présente à la télé et telle que tu la vis en bas de ta feuille de salaire, si tu comprends pas déjà que c'est absurde et que de toute façon ce gap là, il y a tellement de décalage que de toute façon c'est fait exprès, à partir du moment où si tu vois pas ça, ouais bon bah t'acceptes de te faire baiser toute la vie quoi. Depuis qu'elle a 5 ans, elle rêve de posséder cette petite merveille. Je suis trop jalouse. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Je vais être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, vous gagnerez davantage. Pascal Rodriguez. Ce matin, un huissier est venu sur le site pour relever le nom de chaque salarié présent sur le piquet de grève. Je vends mon rein pour cause de crise économique. Jamais Sergio n'avait imaginé passer ce genre d'annonce.